Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Sud Radio. D'ici quelques minutes à 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart comme tous les soirs avec Stéphane Soumier. Mais pour l'heure, comme chaque jeudi soir, place aux voix de l'environnement. Nous avons retrouvé nos deux voix de l'environnement. Ça faisait longtemps qu'elles n'étaient plus ensemble d'ailleurs. Morad Aïtabouche, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, diffusée sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes également en duplex sur Sud Radio avec Henri Landès. Bonsoir Henri. Bonsoir Jean-Marie. Cofondateur de la fondation Landestini. Dans 10 minutes à peu près, nous allons parler d'un nouveau délit. Il y en a beaucoup des délits. Mais ce délit d'écocide que le gouvernement songe à instaurer. C'est ce qu'a annoncé cette semaine la ministre de l'Environnement et le ministre de la Justice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un délit d'écocide? Est-ce une dérive ou est-ce un vrai progrès? On parlera justement des conséquences de la pollution. Comment la pénaliser davantage? Mais pour l'heure, tout de suite, on va passer assez rapidement à table. Nous allons passer à table parce que nous sommes en direct sur Sud Radio avec deux écologistes convaincus au sens apolitique du terme. Ils ont toujours été pour la défense de l'environnement et aussi deux gourmands, a priori en tout cas, qui aiment les produits de la terre. Et nous allons parler de la consommation de viande. Je vous explique et je vous emmène à Oxford, la plus belle université du monde, l'une des plus prestigieuses, c'est en Grande-Bretagne. Les étudiants de l'université d'Oxford ont voté un vœu, c'est pas eux qui décident mais quand même, arrêter, mettre un terme au menu à la cantine avec de la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Objectif, lutter contre le changement climatique. En fait, ces étudiants rappellent que la production animale dans le monde, elle représente actuellement près de 15% de toutes les émissions anthropiques. En gros, dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote qui sont émis par les activités humaines. Alors, pourquoi l'agneau et pourquoi le bœuf? Tiens, vous qui êtes presque paysan, Henri Landès, c'est quoi le problème avec cette viande rouge? À l'échelle mondiale, il y a une empreinte carbone élevée de la viande de bœuf et la viande d'agneau, parce qu'il y a de la déforestation qui est beaucoup faite pour élever des vaches et faire de la viande de bœuf, et de l'importation de loin de beaucoup d'agneaux. On pense à la Nouvelle-Zélande, etc. Donc ça, c'est les régions où ça crée le plus... déforestation au Brésil et en Argentine, par exemple, pour le bœuf, en grande partie. Ça, c'est symboliquement le cas, et agneau en Nouvelle-Zélande. Oui. D'accord. Alors, plusieurs universités, je vous parlais du vœu des étudiants d'Oxford. Oxford est prestigieuse, on en a parlé. Cambridge a déjà sauté le pas. À Cambridge, on ne propose plus de menu avec du bœuf, plus d'agneau. Morad, je ne sais pas si lequel des deux vous préférez. En revanche, vous avez du poulet si vous voulez, c'est moins polluant, disent-ils. Et ils expliquent que l'université a signalé une réduction de 33% des émissions de carbone et 28% de l'utilisation des terres par unité de nourriture. En gros, c'est un calcul assez complexe. Est-ce que vous seriez prêt à vous passer de viande de bœuf ? Pourquoi Question pas? Piège. Non, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut consommer avec modération. Ouais. Il faut rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, plus on produit de viande, plus on... C'est vrai, on émet d'émissions de gaz à effet de serre, non, moi, ce que je trouve, pour le coup, pertinent dans la proposition des étudiants d'Oxford, c'est que ça vient des jeunes, ça vient encore une fois des citoyens. Et je pense qu'il ne faut pas constamment imposer. Et là, en l'occurrence, quand ça vient comme ça, vraiment de la base, qui dit, il y en a marre, après tout, on n'a pas envie de manger de viande, que ce soit du bœuf ou du veau. En revanche, bon, sur le poulet, encore une fois, on pourrait en discuter longuement, mais les poulets en batterie, non. Il y a plein d'exceptions qu'on peut faire. Alors justement, là, c'est très bien que vous mettiez ce distinguo, parce que ça m'amène à cette autre nuance. Peut-être qu'on va y revenir avec vous et avec Henri, justement. Henri, imaginons que demain, je suis gourmand, je vais me faire servir un magnifique steak au poivre. J'ai la garantie que ça vient d'une toute petite exploitation quelque part, pourquoi pas, tiens, dans les Hautes-Pyrénées. C'est pas ça qui crée de la déforestation, on est d'accord ? Oui, c'est-à-dire que
je trouve intéressant la démarche des étudiants d'être extrêmement revendicateurs et de faire bouger les lignes, et il le faut. En revanche, j'aurais trouvé plus intelligent de dire nous souhaitons réduire l'empreinte carbone de notre consommation dans les cantines de 90% sur les produits carnés. Parce qu'effectivement, Mourad l'a dit, si on consomme de la volaille qui a été élevée en batterie, il n'y a peut-être pas le même empreinte carbone, mais il y a une empreinte écologique extrêmement élevée, et d'ailleurs pour la santé, autant de l'animal que pour les personnes qui consomment cette volaille. S'il y a de la viande de bœuf élevée avec un animal par hectare, alors il y a le sujet des hectares, mais ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe. Il faut regarder ce que mangent les animaux que nous mangeons, entre guillemets. Ça, c'est très important. Il peut y avoir une empreinte écologique beaucoup moindre et même de la vertu dans le fait d'avoir un élevage qui permet aussi d'avoir des engrais naturels, d'entretenir des paysages un peu plus divers que juste des forêts, notamment. Donc, il y a de la vertu aussi dans l'élevage. Donc, je trouve plus intéressant de se dire, il faut surtout arrêter l'élevage industriel, surtout arrêter la déforestation, surtout arrêter l'élevage qui est dans des grands bâtiments qui mettent beaucoup d'animaux avec peu de place. Ça, c'est catastrophique, autant pour l'animal que pour nous. Mais de dire qu'on arrête tout un pan de la consommation, je trouve que c'est pas rendre justice à la nuance et à la complexité de l'enjeu, même si c'est assez simple. Baissons notre empreinte écologique et arrêtons de manger de la viande qui est produite n'importe comment. Aux États-Unis, non mais c'est vrai, pardon, mais aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, ce sont les traders, les financiers qui investissent dans ces fermes gigantesques où ils élèvent du bétail, mais c'est de la batterie aussi, et ça c'est terrible parce que malheureusement c'est que du business, c'est pour faire de l'argent. Là encore, et je trouve la proposition et la réflexion d'Henri pertinente parce que il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain tout arrêter. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'en fait en Chine, par exemple, il y a une classe moyenne qui est en train de se développer. 30 millions de Chinois qui est une bonne nouvelle pour la Chine, pour le coup. Ce qui est une bonne nouvelle pour la Chine, sauf qu'ils consomment de la viande. Consommer de la viande, ça veut dire produire de la viande. Produire de la viande, c'est trouver des terres. Mais c'est aussi produire des céréales, enfin en tout cas tout ce qui va permettre de nourrir la bête. Ça, malheureusement, en Chine, ils n'ont pas du tout l'espace. Donc ils vont acheter en Afrique et ailleurs des terres. Il y a des terres agricoles françaises d'ailleurs qui sont parfois achetées en partie à titre minoritaire ou avec quelques petites combines tout à fait légales par des investisseurs chinois. En Afrique, c'est moins légal et c'est moins moral, je peux vous dire. Et c'est beaucoup moins encadré. Il y a beaucoup de petits propriétaires malheureusement qui sont spoliés aujourd'hui parce que ça n'a pas été cadastré, enfin leur terre n'a pas été cadastrée, et le gouvernement qui vend à un autre gouvernement, la Chine, la Corée, en fait n'a que faire de la propriété, même si elle n'est pas cadastrée, de ces petits fermiers. Ce qui pose une vraie question d'ailleurs pour plus tard, parce que tout le monde est pour la réduction de la pauvreté, que ce soit en France ou ailleurs, mais effectivement si tout le monde devient beaucoup plus riche, tout le monde consomme comme des gens beaucoup plus riches, et du coup là, pour le coup, il n'y aura pas assez de planète pour nourrir tout le monde. Ça, c'est une autre question. En tout cas, je voulais vous poser cette question dernière, à mon avis, vous serez d'accord tous les deux. Les bouchers de France, en tout cas la Confédération des bouchers de France, avait lancé un leitmotiv en France en disant, mais nous, attendez, on n'est pas pour que vous en ayez tous les jours. Mangez moins de viande, mais mangez-en mieux. Ça vous va, ça ? Parfaitement. Oui. Pour votre assiette et pour la planète et pour tout le monde. On se mettra d'accord comme ça. On revient dans quelques instants sur Sud Radio, les voix de l'environnement justement. Parlons de ce délit d'écocide qui est envisagé le plus sérieusement du monde par le gouvernement, par le ministre de la Justice et par la ministre de l'Environnement. Ça permettra notamment de pénaliser plus lourdement des pollutions massives qui seraient déclenchées par certains établissements, certaines entreprises. Pourquoi pas ? On en parle dans un instant. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une dérive ? À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement sur Sud Radio, comme tous les jeudis soirs, avec Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète. Ça, c'est sur France 5 et pour France 5 aussi, pourquoi pas. Et nous sommes également avec Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. Je parlais de ce délit d'écocide envisagé par Éric Dupond-Moretti et Barbara Pompili, justement. C'est ce qu'ils ont annoncé dimanche dernier dans le journal du dimanche. L'idée serait de créer un délit général
pénal de pollution ou alors un délit de mise en danger de l'environnement, autant de notions qui ne sont pas nécessairement présentes dans le droit. Certains juristes disent que c'est un progrès, d'autres disent ça ne va pas assez loin, il aurait fallu, et c'est ce qu'ils revendiquaient de longue date d'ailleurs, créer un crime d'écocide, et d'autres juristes disent que c'est plutôt une dérive et qu'après tout, eh bien, les conséquences d'une pollution sont déjà sanctionnées par la justice française. Alors, progrès ou dérive ou pas, ce délit d'écocide? On va commencer en quelques mots. Morad Aïtabouche. Alors pour moi, c'est de toute façon salutaire. Il fallait une loi de ce genre et c'est très bien que ça soit porté par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que depuis le début, on pollue. Et on pollue la Garonne, on pollue enfin, tous les fleuves aujourd'hui sont pollués. Et je rappelle qu'il y a un office de gendarmerie qui est l'OCLAESP qui travaille sur toutes les questions liées à la pollution de l'environnement. Ils n'ont pas de moyens. Donc c'est bien de faire une loi. Mais si on ne donne pas les moyens aux enquêteurs, si on ne donne pas les moyens aux magistrats d'enquêter et surtout d'avoir des experts, parce que la difficulté majeure, c'est d'essayer de démontrer que telle entreprise a pollué. Là, pour Lafarge, sur les quais de Seine, on en avait parlé facile. Sur Sud Radio. Mais c'est une l'usine, vraie je rappelle question. le contexte, c'était une usine de ciment qui est en plein Paris, qui avait été prise la main dans le sac en train de rejeter dans la Seine des boues usagées, en tout cas des boues industrielles. Ça, c'est de la pollution. Mais du coup, demain, ce serait un délit d'écocide pour vous ? Pour moi, ça peut même être considéré comme un crime. Alors ça si c'est intentionnel, s'il y a une vraie volonté. Si on prend le cas de Lactalis, il y avait une loi qui leur permettait de polluer à condition de rejeter des eaux qui avaient été traitées auparavant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils ont économisé et ils ont risqué une petite condamnation, pas grand-chose. Ça, c'est un vrai danger, parce que c'est immoral. Et pour moi, ça, effectivement, c'est un crime. Henri Landès, progrès ou dérive ? Non, c'est un progrès. Il faut quand même d'un point de vue économique, nous devons intégrer davantage d'incitation d'une part, surtout d'incitation et aussi de pénalisation de la pollution, mais aussi dans le droit. Et nous avons besoin de faire évoluer notre société, utilisant tous les outils. Le droit en est un fondamental. Selon ceux qui portent la Convention citoyenne, il n'y aurait pas eu une proposition à l'Assemblée nationale à la hauteur de ce qui était faite par justement les citoyens. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas regardé de près. Ce qui est dommage, c'est que s'il y a une sorte de dénaturation de cette proposition, eh bien, on va encore passer à côté de ce qui peut être estimé par les citoyens comme radical et radicalement nécessaire. Quelle dénaturation vous redoutez concrètement ? Ben, justement, c'est un petit peu flou parce qu'il y a énormément d'hésitation dans chez le garde des Sceaux sur la légalité d'intégrer cela dans la Constitution. Et moi, j'ai pas envie de me prononcer sur exactement quel devrait être le texte qui intègre l'écocide. Non, c'est pas ma spécialité. Revenons de manière plus terre à terre. Alors, à la question. Il le disait à l'instant, Henri Landès, vous avez déjà des gendarmes qui, c'est vrai, sans moyens, l'OCLAES, sont chargés de surveiller, prévenir, voire réprimer les pollutions intentionnelles. Vous me dites, Morad, ils n'ont pas assez de moyens pour enquêter et du coup pour prouver que telle entreprise l'a fait et a fortiori volontairement. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que ce ne serait pas plus facile dans ce cas-là pour l'État de donner davantage de moyens à ces gendarmes-là plutôt que de créer un nouveau délit ? Après tout, si c'est déjà censé être réprimé, qu'est-ce qu'on a besoin d'en faire plus ? Alors deux choses. D'abord, effectivement, il faut plus de moyens. Pourquoi des moyens ? Parce que les moyens d'investigation, d'expertise, pour démontrer qu'une entreprise a pollué et que c'est bien elle et pas la voisine d'à côté, c'est beaucoup d'experts et de très haut niveau. En face, vous avez des entreprises qui ont des norias d'avocats, tous plus spécialisés les uns que les autres sur les droits de l'environnement, etc. Je précise juste une chose et je vous redonne la parole après. Là, on parle des cas où les entreprises l'ont fait sciemment, volontairement et sont de mauvaise foi. Il y a aussi des entreprises qui polluent. On en avait parlé cet été dans les Ardennes et qui polluent
sans faire exprès. Ça arrive aussi et qu'ils le reconnaissent. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur les entreprises qui polluent volontairement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment crime. Bien sûr. Après, on peut le qualifier... Enfin, crime ou délit, on peut le qualifier. Dans votre esprit, en tout cas pour vous. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les amendes, quand vous êtes condamné, quand vous êtes pris la main dans le sac, c'est même pas le 10e, et ça je le tiens du patron de l'OCLAESP, de l'office de gendarmerie qui est en charge justement de la lutte contre la pollution, de l'environnement, etc. Ça ne correspond même pas à 1/100 de l'amende maximale à laquelle l'entreprise peut être condamnée. C'est-à-dire, en gros, ils vont dépenser 5 millions d'euros, parfois plus, en enquête sur le terrain, avec les hommes qui vont devoir non seulement aller chercher des témoignages, mais aussi des preuves, mais aussi recueillir des éléments, les faire expertiser, etc. C'est du temps, donc ça coûte cher aussi, ça coûte très cher que nous sommes. Pour finalement une loi pas si répressive que ça quand il s'agit du droit à polluer, et ça, malheureusement, enfin du droit... de la pollution. De toute façon, on pollue tous autant de citoyens que nous sommes, mais après pas forcément volontairement. Enfin, là, en l'occurrence, on parle bien, encore une fois, quand l'OCLAESP est saisi et que le parquet, il n'y a que 2 parquets aujourd'hui, un à Paris et un à Marseille, qui peuvent se saisir de ce type d'affaires. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas assez de moyens. Donc si le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, veut vraiment aller au bout de cette idée, il va falloir qu'à un moment ou un autre, il décide pour le coup, de développer des vraies équipes d'investigation avec des moyens. Et il faut impérativement que l'amende soit à la hauteur du crime commis ou du délit commis. Là, on parlait à un moment, un sénateur parlait de 7,5 millions d'euros d'amende. Oui, peut-être plus en fonction, malheureusement, de la gravité de la pollution. Ou en fonction aussi de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre tous les ouvriers qui n'ont pas forcément été les pollueurs intentionnels au chômage. Il faut quand même rappeler parfois que les ouvriers aussi sont victimes de cette pollution. C'est-à-dire qu'aussi, ils peuvent inhaler des produits toxiques. Ça, c'est un crime. On ne va pas me dire... oui, mais vous me faites non, Jean-Marie. Mais à partir du moment où l'entreprise sait que ces produits sont toxiques, qu'ils les fabriquent et qu'ils mettent directement leurs salariés en contact avec ces produits, il y a un danger. La difficulté majeure aujourd'hui pour les enquêteurs, pour les magistrats, c'est de démontrer qu'il y a un lien de cause à effet entre le produit toxique et la maladie provoquée chez tel ou tel salarié ou chez tel ou tel voisin de l'usine. Ce qui est extrêmement difficile, on l'avait vu aussi par exemple avec les nombreux procès autour de Monsanto et par exemple du glyphosate, c'est-à-dire qu'on voyait que l'agriculteur était malade, on savait qu'il avait utilisé ce produit, mais de là à arriver à déterminer que c'était bien ce produit qui avait donné cette maladie, c'est plus compliqué. Si nous parlons des pollutions industrielles, et on s'éloigne un petit peu plus de la santé immédiate, même si vous avez raison, c'est lié, on parle de quoi? On parle d'usines chimiques, tout simplement, qui parfois déversent des boues usagées. Ça peut être, pourquoi pas, un tanker ou alors un cargo dans la Méditerranée qui dégaze volontairement et en loose day. C'est quoi les cas les plus fréquents de pollution intentionnelle et industrielle ? Ça peut être des forages qui ont laissé derrière nombreux dégâts qui n'ont pas été nettoyés. C'était le cas par exemple de Chevron en Équateur et qui a été justement des peuples autochtones ont été représentés par un avocat new-yorkais qui avait lutté contre l'entreprise. Il y a beaucoup de cas de négligence dans l'activité pétrolière. Ça, c'est des cas assez flagrants. Et juste pour revenir sur cette capacité d'intégrer dans la loi l'écocide et plus généralement la pollution comme quelque chose qui doit être puni, nous ne serons pas les premiers à le faire. Plusieurs pays le font déjà. Alors il y a des pays qui sont pas les mieux réputés en ce qui concerne justement les questions de corruption. Il y a des pays en Europe de l'Est comme la Géorgie, l'Arménie, ils ont des définitions de l'écocide. Mais il y a d'autres pays, justement, j'ai mentionné l'Amérique latine il y a quelques instants, l'Équateur, qui a dans sa constitution inscrit des droits à la nature beaucoup plus de manière explicite que nous et depuis longtemps. Donc, nous ne serons pas extrêmement original quand on va intégrer cela dans la loi. Il est temps de le faire pour que nous n'ayons pas juste l'impression que c'est des outils économiques
qui nous donne la capacité à agir contre la pollution. Parce que pour l'instant, c'est principalement de cette manière-là qu'on a attaqué le problème. J'aimerais vous donner un dernier exemple qui était arrivé d'ailleurs, pas très loin de chez nous, en tout cas en France, et d'ailleurs sur une zone qui écoute depuis toujours Sud Radio. Je vous emmène notamment dans l'Aude, l'histoire de la mine d'or de Salsigne. Peut-être vous en souvenez-vous, lorsqu'on avait été extrêmement inquiet parce qu'il y avait de la présence d'arsenic qui avait été décelée à côté d'une école. C'était dû à quoi? C'était dû à une ancienne mine d'or qui était désaffectée. Mais vous savez comment ont été révélés ces actes? Allez-y. Les inondations. Oui, tout à fait. Qui avait été terrible à l'époque. Je croyais que vous alliez me refaire l'enquête, mais tout à fait, on est d'accord. Non, mais pourquoi pas, vous auriez pu avoir l'information. Mais les inondations, on en avait parlé dans l'Aude sur Sud Radio, justement, avaient en plus élargi le périmètre où vous trouviez de l'arsenic. Ça avait été épouvantable. Mais alors du coup, parce que c'est là que je veux en venir, où est l'écocide dans ce cas-là? Parce qu'après tout, construire une mine, extraire des minerais, ça se fera toujours, ça c'est toujours fait. On utilise des produits qui ne sont pas propres. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ce ne soit pas un écocide? Encore une fois, il peut y avoir des pratiques vertueuses, beaucoup plus vertueuses. On peut imposer. Sur Lactalis, encore une fois, le gouvernement n'a pas interdit Lactalis de rejeter toutes ces eaux. Ils ont simplement imposé à Lactalis de nettoyer leurs eaux avant de les rejeter. Qu'a fait Lactalis? Malheureusement, ils ont menti, ils ont triché sur tous les documents qu'ils devaient remplir, tous les formulaires où ils devaient dire ce qu'ils avaient fait. Ils ont menti. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est en tout cas les limites de l'exercice. Il faut moraliser. En fait, c'est toujours la même question. Polluer. À un moment, ça se retourne contre soi-même. Enfin, c'est évident. En tout cas, ça se retourne contre l'environnement dans lequel telle ou telle usine se trouvait, par exemple. J'aimerais vous remercier tous les deux sur ces considérations juridiques. Ben, ça va toujours trop vite, effectivement. Merci à vous, Morad Aytabouche, réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Le prochain épisode, c'est quand? Bientôt. Très vite. Bah, on est en plein tournage, on est en pleine enquête, en plein tournage, ça va être formidable. Sud Radio vous libère, au boulot, vous nous direz quand vous serez prêts. Justement, merci à vous, Henri Landès, d'être intervenu comme tous les jeudis soirs sur Sud Radio, cofondateur de la Fondation Landestini, les vraies voix qui font bouger la France. Continue sur Sud Radio tout de suite. Nous trouvons des entrepreneurs vertueux aussi, il y en a aussi. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.